maintenant? Donc non, c'est bon, c'est quand tu veux. Bonjour à tous. Je suis Victor Matisse. Contrairement aux deux premiers présentateurs, j'ai déjà fini ma thèse. Donc je vais vous présenter très rapidement mon parcours, mais la thématique d'aujourd'hui sera focalisée sur une petite structure du cerveau, qui moi me tient à cœur, mais la plupart du temps les gens ne le connaissent même pas, la vénula latérale, et son rôle potentiel dans l'adaptation comportementale. Donc, comme je viens de le dire, mon parcours, moi j'ai déjà fait ma thèse. Donc en réalité, entre 2012 et 2016, j'ai fait un master et une thèse de neurosciences à Strasbourg, au laboratoire de neurosciences cognitives et adaptatives, donc qui, pour les Strasbourgeois, se situe dans la faculté de psychologie. Et suite à ça, comme ça a déjà été précisé précédemment, c'est un peu compliqué. Des fois, on ne sait pas trop ce qu'on veut faire, ou des fois, les opportunités ne sont pas immédiates. Suite à ma thèse, j'ai d'abord été embauché rapidement en tant qu'ingénieur donc à l'INSEE, dans l'institut où on est aujourd'hui, toujours à Strasbourg. Et enfin, j'ai obtenu des bourses postdoctorales donc pour partir faire un postdoc aux États-Unis, où je suis d'ailleurs toujours affilié. Je suis en train de le finir donc à New York, donc dans le laboratoire de Paul Kenny à la Guy's School of Medicine de Mont Sinai. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est juste à côté de Central Park, plutôt jolie vue. Et depuis janvier 2021, je suis également chercheur invité à l'INSEE au sein de l'équipe donc Tipaki Helsin, pour travailler plutôt sur la comorbidité douleur-dépression. Donc, comme je vous l'ai dit, moi, je suis intéressé par une toute petite structure que personne ne connaît, dont tout le monde se fout. Mais très important, elle est conservée au cours de l'évolution. On la retrouvera chez des poissons préhistoriques jusqu'à l'homme. Il y a quand même, à mon avis, quelque chose d'important, monsieur. C'est donc la vénula. Donc, chez l'homme, ça c'est une coupe sagittale du cerveau humain, comme si on vous avait coupé au milieu du nez, puis on regarde l'intérieur de votre cerveau. Et en fait, elle est placée au centre du cerveau, ce petit point rouge. Donc, elle est composée d'une partie latérale et médiane. Moi, c'est la partie latérale qui m'intéresse le plus. Et, je viens de le dire, elle est conservée au cours de l'évolution. Donc, on la retrouve aussi chez le rongeur. Et pareil, même s'il n'y a pas toutes les circonvolutions chez le rongeur par rapport à l'humain, elle est quand même localisée à peu près au même endroit, pile au milieu du cerveau, porte le ventricule, et on retrouve cette partie latérale et cette partie médiane. Donc, pour la suite de la présentation, c'est uniquement la partie latérale qui, moi, m'a intéressé. Et en réalité, on ne sait pas trop ce qu'elle fait, cette structure. Mais il s'avère qu'elle est considérée comme un centre aversif. Quand on dit ça, en fait, c'est que chaque stimulation, n'importe quelle stimulation aversive, donc ça peut être une stimulation douloureuse, une stimulation qui va créer de la peur chez l'animal, toutes ces stimulations-là, négatives, vont à un moment ou un autre recruter cette structure. Et ça, on l'a vu essentiellement grâce à des techniques qui sont relativement simples, d'immunohistologie, de marqueurs céphos. Donc, c'est une petite protéine que les neurones peuvent exprimer s'ils sont recrutés. Et on s'arrête à peu près à cette idée-là. Si on voit du céphos dans une cellule, c'est que le neurone a été recruté au moment du comportement. Donc, nous, on l'a fait, par exemple, typiquement, ça serait, on place un animal dans un tube Falcon, tout simplement. C'est un stress de contention. Et on regarde le nombre de cellules qui vont exprimer le céphos. Et ce qu'on a observé, c'est qu'une seule session de contention comme ça de 2 heures est suffisante à augmenter le céphos dans la vénula. Et quand ça devient chronique, plusieurs jours d'affilée, on a toujours cette augmentation. Donc, on a bien un recrutement de cette structure. Donc, dès que c'est stressant pour l'animal, la vénula est recrutée. Après, on s'est dit, bon, c'est bien, mais c'est hyper statique. On ne sait pas trop comment ça marche. Et ça, c'est à mon avis l'un des énormes avantages de faire de la science, c'est que c'est en constante évolution. Il y a tout le temps de nouvelles techniques. Moi, c'est ça qui m'a beaucoup plu et qui me plaît toujours beaucoup. Il y a des nouvelles techniques, on essaye de les mettre en place, on les développe, on apprend plus. Et ça nous permet d'affiner, de mieux comprendre nos pathologies ou nos structures. Donc pour ça, moi, aux États-Unis, j'ai pu mettre en place ce qu'on appelle la fiber photométrie. Pas vraiment de traduction française pour ça, mais c'est de l'imagerie calcique, puisque, comme ça a été précisé avant par Lucien, donc les neurones ont une activité électrique, mais cette activité électrique, elle dépend d'un flux de calcium, essentiellement. Plusieurs ions, mais notamment d'un flux de calcium. Et en fait, avec justement toutes ces évolutions techniques, ce qu'on arrive à faire, c'est qu'on utilise des biosenseurs, donc ce sont des petites molécules qui vont être capables de capter le calcium, et dès qu'elles captent le calcium, elles émettent de la fluorescence. Donc finalement, s'il y a du calcium, vous avez de la fluorescence, et vous pouvez suivre ça quand l'animal est en train de se déplacer, de se mouvoir. Et la chose, elle est très simple. Il faut pouvoir exprimer ce biosenseur dans le cerveau, dans une région en particulier. Donc, moi, dans mon cas, c'était la vénula. Et après, on place une fibre optique juste au-dessus pour capter la fluorescence. Donc, c'est à peu près la même fibre optique que celle que vous avez chez vous pour avoir Internet. Sauf que nous, on la place dans la tête de l'animal. Donc, ça nous permet de suivre des fluctuations de calcium. Et donc, c'est un proxy de l'activité neuronale. S'il y a du calcium qui bouge, c'est que le neurone a été activé. Donc, ça, nous, on l'a fait. La photo, on la verra pas bien, mais donc, c'était l'injection du virus qui permet l'expression de ce biosenseur dans la vénula latérale. La fibre optique est placée juste au-dessus. Et après, l'animal, on l'a placé dans cette boîte pour faire ce qu'on appelle un conditionnement de peur.
C'est un conditionnement où en fait, l'animal va à un moment ou à un autre subir des chocs électriques. Ce sont des chocs électriques de faible intensité. Je vous rassure, j'ai aussi mis ma main dedans, on n'est pas là pour leur faire mal. C'est une stimulation qui est particulièrement désagréable, mais pas forcément douloureuse pour l'animal. Et donc, on place l'animal dans la boîte et en fait, là, en vert, on voit l'activité calcique de la bénula latérale. Donc, quand ils sont dans la boîte et qu'il ne se passe rien, il y a très peu d'activité, donc elle est plutôt silencieuse. Ensuite, on observe le premier trait, c'est on a déclenché un son, aucune réaction de la structure. Et là, les deux traits rouges, c'est le moment où il y a eu 2 secondes de choc. Et ce qu'on observe, c'est que, comme vous pouvez l'imaginer, la structure elle est recrutée par cette stimulation stressante, mais c'est hyper dynamique. Il y a le stress, c'est fini, la structure, l'activité est revenue au niveau basal. Puis, deuxième son, rien. Deuxième choc, exactement la même chose, très dynamique. Et enfin, un troisième choc, et de nouveau pareil, rien au son, et cet aspect très très dynamique, on signale juste le choc et rien d'autre. Ce qui aurait été impossible de voir avec du CFOS. On aurait juste vu un recrutement et on s'arrête là, beaucoup plus statique. L'autre aspect de cette technologie qui est intéressant pour nous, c'est qu'on a pu comparer finalement cette réponse-là, celle-là et celle-là. Et ce qu'on a vu, je ne vais pas rentrer dans le détail du calcul, mais c'est que la première réponse, le premier choc, a été beaucoup plus important, enfin, l'activité de la structure a été beaucoup plus importante pour le premier choc que pour le second et le troisième. On se dit, c'est quand même assez intéressant, on a une structure qui réagit au stress, mais pas toujours pareil. Et même au sein dans des mêmes conditions, même au sein d'une même session. Donc on s'est dit, on va essayer d'aller un peu plus loin, et cette fois, on va un peu pas piéger les animaux, mais jouer sur le contexte dans lequel ils se situent. On a comparé finalement ce qu'on appelle un contexte aversif et un contexte neutre. Donc le contexte aversif, les animaux, on les a placés dans le même contexte qu'avant, ils ont pris 3 chocs. Le contexte, là, il est clairement aversif pour eux. Hein. Si on les remet dedans, ils s'en souviennent, c'était pas plaisant du tout. Et un autre groupe de souris, le même contexte, mais aucun choc. Donc, finalement, cette fois, le contexte devient neutre. Et le lendemain, ces 2 groupes de souris sont revenus dans le même contexte et cette fois ont reçu un choc électrique. Et on a enregistré l'activité calcique de la bénula à ce moment-là. Et ce qu'on voit pour les animaux neutres, c'est comme précédemment, on a une grosse augmentation. Donc ça, c'est 2 secondes avant le choc, 2 secondes de choc, puis après les secondes qui suivent. Une grosse augmentation de l'activité de la structure au moment du choc, ce qui est exactement identique à ce que j'ai montré avant. Par contre, quand l'animal est placé dans le contexte et qu'il le connaissait déjà et le considérait aversif, cette réponse elle est beaucoup, beaucoup plus faible. C'est-à-dire que le contexte lui-même vient influencer la manière dont le cerveau va pouvoir intégrer une stimulation stressante. Et juste pour comparer, finalement, la réponse dans le contexte neutre est identique à une réponse d'un animal complètement naïf, qui n'avait jamais rencontré le contexte et qui est choqué pour la première fois. Donc on a vraiment une structure qui est capable d'intégrer le stress. C'est une réponse qui est très très dynamique, mais cette réponse elle est influencée par le contexte dans lequel on se situe. Vous allez me dire, quelle importance, je veux dire, c'est bien, on a une structure qui intègre du stress et ça dépend un peu du contexte, ça paraît presque logique, mais bon. Maintenant, on a essayé de le placer justement, et c'est là où on se dit que cette évolution technologique nous permet de reconsidérer certaines questions, on a essayé de le placer dans un contexte qui, à mon avis, va un peu vous étonner, c'est dans l'obésité. Donc l'obésité, j'étais aux États-Unis quand je l'ai fait, donc vous imaginez bien que là-bas, c'est un problème de santé majeur. En France, il ne faut pas qu'on rigole trop quand même, parce qu'il y a déjà 17% des adultes qui sont considérés obèses, sans considérer les gens qui sont juste en surpoids. Et il y a forcément pléthore de symptômes chez des personnes obèses, et on a essayé de reproduire un modèle d'obésité chez le rongeur. Relativement simple, toujours à New York, on leur donne du cheesecake. Et après 6 semaines de cheesecake, ils deviennent obèses. Et quand on dit qu'ils deviennent obèses, c'est masse grasse plus importante, forcément poids plus important. Il y a aussi beaucoup, beaucoup de déficits cognitifs et motivationnels chez des animaux obèses, comme chez des personnes obèses. Et on s'est dit, on va essayer de voir quand même s'il y a cet aspect contextuel, s'il y a quelque chose qui est perturbé ou pas. Mais ce qu'on a fait, c'est, alors accrochez-vous, c'est un peu plus long comme test, c'est d'avoir une habituation à 2 contextes différents, A et B. Donc du coup, les contextes sont juste neutres, il ne s'est absolument rien passé pour eux, ils ont juste pris connaissance du contexte. Et ensuite, on a des animaux qui ne sont pas obèses et des animaux rendus obèses par cheesecake, qui vont être placés dans le contexte A, et on va leur proposer du cheesecake. C'est à disposition, et on va juste mesurer la quantité de cheesecake qu'ils vont manger. Le lendemain, on est passé dans le contexte B, pareil, de nouveau accès au cheesecake, ils mangent ce cheesecake et on regarde juste leur prise alimentaire. Et enfin, le 3e jour, on va faire ce qu'on appelle le changement de balance. Il y a un des 2 contextes, ici le contexte A, va devenir aversif. On va les choquer, comme je l'ai montré précédemment, ce qu'on avait fait pour la bénula. 3 chocs et donc le contexte devient aversif. Par contre, le contexte B, lui, il reste neutre. On les a remis dedans, on n'a rien fait. Donc on a 2 contextes différents d'un point de vue émotionnel. Et les jours suivants, on leur repropose dans chaque contexte la prise de nourriture. Et on voit ce qui va se passer. Donc pour le contexte neutre, le contexte B, on va juste regarder, si on compare chez les animaux sains, si je puis dire, et obèses, la prise alimentaire
le premier jour, celui-là, ou au moment du test, il n'y a pas de changement. Seulement, le contexte n'a pas changé, ils ont accès à de la nourriture, ils y vont, ils en mangent. Pas forcément de besoin d'adapter son comportement, de toute façon, il n'y a rien qui a changé dans le contexte. Non, pour des animaux non obèses, quand on regarde le contexte qui va changer de valence, qui va devenir inversif, ça c'était avant, c'est une prise alimentaire, et on voit une suppression de cette prise alimentaire quand le contexte est devenu inversif. Ce qui paraît complètement logique. Si demain je vous mets des baffes dès que vous mangez, vous allez peut-être un petit peu arrêter, au moins quand je suis dans la pièce, vous allez peut-être arrêter de manger. C'est essentiellement ça l'idée. C'est relativement simple. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir que chez les obèses, ça se fait. C'est-à-dire que les animaux obèses sont devenus incapables de prendre en compte leur contexte quand il y a de la nourriture disponible. Et ça a déjà été montré chez l'homme, parce qu'en réalité, les personnes obèses vont pas tout le temps manger. Par contre, il y avait des tests très intéressants, on mettait des chips sur une table et on voyait si les gens allaient y aller ou pas, et dépendamment de la situation, nous, on se réfrène. Les personnes obèses n'y arrivent pas, sans arrêt y aller. Et c'est exactement ce qu'on est en train de modéliser chez les animaux. Incapacité à prendre en compte le contexte pour adapter son comportement. Et je pense que vous voyez doucement où je veux en venir. Je viens de vous dire que la bénula, elle est importante dans la prise en compte d'un contexte, et la capacité à s'adapter à ce contexte. Donc nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est prendre des animaux qui n'étaient cette fois pas obèses, aucune souris obèse dans ce groupe, des animaux complètement normaux, on leur a rien fait. Je dis normaux, c'est juste qu'on leur a rien fait. Et des animaux pour lesquels on va léser, mais pas n'importe quoi. Ce qui est important pour la prise alimentaire, c'est l'hypothalamus dans notre cerveau. C'est lui qui va nous dire, là, je commence à avoir un besoin en énergie, il faudrait qu'on se mette à chercher de la nourriture, voire à manger, voire à s'arrêter de manger. Et cet hypothalamus, on sait qu'il projette, donc il a des neurones directement de l'hypothalamus qui communiquent avec la bénula. Et on s'est dit, ceux-là, on va les enlever. Donc on a des capacités technologiques pour léser cette voie-là. Finalement, l'hypothalamus, il est incapable de parler avec la bénula chez certains animaux lésés et tout à fait capable de communiquer chez les animaux témoins. Et on a reproduit exactement le même test qu'avant. Donc on n'a pas d'animaux obèses. Ça, c'est les animaux pour lesquels nous n'avons pas de lésion. Donc l'hypothalamus peut communiquer avec la bénula. On a de nouveau cette suppression de la prise alimentaire quand le contexte est devenu aversif. Là, jusque-là, tout va bien. Là, c'est les animaux pour lesquels on a lésé. Donc, plus de communication hypothalamus à bénula. Par contre, l'hypothalamus continue à discuter avec le reste du cerveau. Par contre, plus de communication avec la bénula. On n'a plus cette suppression de prise alimentaire. Donc finalement, chez ces animaux-là, alors qu'ils ne sont pas obèses, on a reproduit un des symptômes de l'obésité. Et ce que ça veut dire, finalement, pour nous, c'est cette évolution technologique qui nous a permis de mieux comprendre ce que faisait la bénula et de le placer dans un contexte qu'on connaissait pas forcément, qu'on ne pensait pas forcément lié avec la bénula à la base. Mais ce que je peux vous dire maintenant, c'est que quand d'un coup vous avez faim, c'est qu'il y a un besoin d'énergie. Votre hypothalamus commence à envoyer des signaux et à communiquer avec le reste de votre cerveau pour dire, là, il faudrait commencer à aller chercher de la nourriture. Vous trouvez une source de nourriture. Il faut quand même que votre hypothalamus il communique avec certaines structures qui vont potentiellement vous dire, en fait, là, c'est pas le bon plan. Là, c'est tendu. En général, c'est la bénula. Donc, c'est finalement, où est-ce que je suis? Est-ce qu'il y a du stress? Et c'est la bénula qui est en train de coder tout votre environnement, une partie de votre environnement et l'aspect négatif de cet environnement. Et si la bénula vous dit, oui, c'est bon, vous pouvez y aller, en adaptant votre comportement, vous allez faire une prise alimentaire. Si elle vous dit, non, là, c'est un peu trop dangereux, ou la dernière fois, il m'a mis des baffes, donc on va éviter, vous allez vous arrêter. Heureusement. Ce qu'on a montré, c'est que justement, quand on a des altérations de cette voie entre l'hypothalamus et la bénula, finalement, j'ai besoin d'énergie, j'envoie, et j'y vais. Peu importe le contexte. Et ça, soit chez les personnes obèses, il y a eu une altération, ce qui renforce l'obésité, soit chez certaines personnes, il est tout à fait possible, ça on ne le sait pas encore, on a plus loin, que de naissance, on ait des altérations de cette voie, qui va forcément mener à plus de risques de développer des obésités. Donc, on a finalement réussi, grâce à ces évolutions technologiques et une façon de penser un peu différemment, réussi à placer une structure qui n'était absolument pas considérée dans la prise alimentaire, qui est la bénula. Il semblerait qu'elle soit potentiellement très très importante dans le développement de symptômes liés à l'obésité. Donc juste avant de terminer, je voudrais quand même remercier mon laboratoire à New York. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, mais bon, c'est nous les barbecues, on était dans Central Park. Aussi Richard O'Connor qui a quand même beaucoup participé à une des expériences que j'ai présentées. Et bien sûr, je vous remercie vous pour votre attention et je suis prêt à répondre aux questions. Et vous, comme d'habitude, j'attends 2 petites minutes pour les questions qui sont dans le chat. N'hésitez vraiment pas à participer. N'oubliez pas que c'est vraiment pour vous cet événement de poser des questions sur l'orientation, de poser vraiment des questions aussi sur le sujet qui pourrait vous intéresser. Ça se trouve, si vous êtes là, c'est que vous avez peut-être déjà une idée de ce que vous voulez faire en neurosciences. Donc, n'hésitez pas. Je ne sais pas si dans la salle, il y a potentiellement une question. Moi, j'avais juste une question sur ce que tu as fait avant ta thèse au lycée. Donc, mon parcours avant la thèse. Ouais.
J'ai bon, un master du coup en neurosciences à Strasbourg. Et avant cela, en fait, après mon bac, j'ai fait une année de pharma qui n'a pas très, très bien réussi. Et après, j'ai fait un BTS. Donc, j'ai fait 2 ans de BTS, toujours à Strasbourg, donc dans bioanalyse et contrôle. Je pense que le BTS a dû changer de nom, mais c'était bioanalyse et contrôle. Et suite à ça, j'ai pas eu envie de directement partir dans le monde du travail. J'ai fait une passerelle pour arriver en 3e année de licence, donc de biologie, cellulaire, je sais plus quoi, physiologie sans doute, à Strasbourg. Et après, master de neurosciences. Et c'est durant la licence que j'ai eu des UE de neurosciences qui m'ont plu. Je me suis dit, ok, je vais essayer le master, et puis après, la thèse, puis après, le postdoc, puis maintenant, aujourd'hui. Et on ne sait pas trop où on va aller, mais la passion reste là. Moi, si jamais j'ai une question. Du coup, tu as fini ta thèse, en soi, tu es vraiment impliqué dans la recherche maintenant. Est-ce que toi, ton point de vue, qui est un peu différent de l'autre, parce que nous, on est encore en thèse, est-ce que tu as trouvé ça difficile vraiment d'avoir une place dans la recherche? Ça l'est toujours. Je ne peux pas dire que j'ai une place, il n'y a rien d'officiel pour l'instant. Je suis un postdoc, c'est une expérience qui est hyper enrichissante, puisqu'en général, je dis bien, on me demande de partir à l'étranger. Pour moi, c'était à New York, forcément c'est extraordinaire, mais je sais que souvent c'est ça, c'est après la thèse, je dis mais je sais pas trop ce que je peux faire, alors je vais peut-être faire un postdoc, mais finalement quand on arrive à la fin du postdoc, ben j'ai pas encore de poste sûr, il va falloir que je passe des concours, etc. Et ça c'est une période qui est stressante et pas forcément évidente, parce que c'est vrai que les places sont chères. Il y a quand même toujours, ce que je dis, je pense que tant qu'on a envie, il y aura toujours moyen de trouver des choses, il y a toujours des PI qui vont, enfin des chercheurs qui vont potentiellement avoir des financements pour permettre de rajouter une ou 2 années le temps de peut-être publier un autre papier, d'avoir un dossier plus compétitif. Il y a toujours des financements possibles. Strasbourg actuellement est quand même une place qui a de plus en plus d'argent et qui promeut la science au maximum. Donc il y a toujours des opportunités, mais c'est vrai que c'est des périodes qui sont compliquées et je peux pas dire demain que je pourrais continuer dans la science toute ma vie. Ça se trouve, ma carrière elle s'arrête dans 2 ans et je ferai autre chose. Mais ça n'enlève rien au parcours et je serai toujours compétitif sur mon CV pour d'autres types de travail. Donc je pense qu'il ne faut pas non plus se dire si je peux pas tout de suite être chercheur, je pense que c'est fini, ça sert à rien que je fasse une thèse, ça sert à rien que je fasse un postdoc. Au contraire, faut aussi le voir comme des opportunités de travail. C'est 3 ans d'expérience pour une thèse, 3, 4, 5 ans en postdoc, et puis après on voit. Ok. Du coup, tu as dit si jamais tu n'arrivais pas à rentrer un peu au CNRS, tu ferais autre chose. Tu as déjà une idée d'une autre chose? Alors, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants qui doivent se demander parce que c'est toujours un peu flou. On ne donne pas vraiment d'idées. J'ai d'anciens collègues qui sont rentrés dans l'industrie privée, donc c'est toujours pareil. C'est aussi un peu une question de réseau. On essaie de discuter. Moi, il y a beaucoup de choses qui m'intéressent aussi, toujours autour de la science, mais qui sont plus dans la gestion de projet ou même il y a le Conseil de l'Europe a aussi beaucoup de projets scientifiques où ils ont besoin de personnes pour manager et gérer les projets. C'est des choses qui m'intéressent, voire même la communication scientifique. Donc en fait, je ne peux pas dire vers quoi j'irai, mais il y a plein de choses autour de la science, que ce soit de la communication, de la gestion de projet, même un aspect purement privé, où là, il faudra trouver des molécules. Tout ça, ça m'intéresse. Il y a toujours de la science et en gros, moi, ce qui m'intéresse, c'est la science, c'est le mot-clé. Donc après, je pense j'arriverai à trouver des métiers qui m'intéressent, mais je ne peux pas dire maintenant ce que ce sera dans 2 ans. Ouais, pour ça. Technique. Du coup, tu travailles avec l'imagerie du calcium. C'est quoi l'intérêt de l'imagerie du calcium par rapport à d'autres techniques comme directement enregistrer les potentiels d'action des neurones? C'est une très très bonne question. Il ne faut pas les voir comme des techniques antagonistes. Au contraire, ce sont des techniques c'est une synergie. Il faut réussir à trouver. Elles ne répondent pas toutes aux mêmes questions. L'énorme avantage finalement de l'imagerie calcique maintenant, en fait, c'est pas directement l'imagerie calcique, c'est tout ce qui est à côté. On a besoin de vecteurs viraux pour faire exprimer le biosenseur. Et ça, maintenant, il y a eu un développement énorme sur les 10 dernières années où on peut le faire de façon dépendante. Donc, on peut cibler certaines populations de neurones, certaines populations de cellules quand ce ne sont pas des neurones. On peut également enregistrer spécifiquement certaines voies. On peut enregistrer directement que les neurones de la bénula qui projettent du hypothalamus qui projette à la bénula. Tout ça, on peut le faire chez des souris transgéniques aussi. Donc, on a toute cette évolution plus virale autour de la technique qui nous permet de faire des choses assez incroyables. Et ils développent aussi des biosenseurs qui ne sont plus que du calcium, mais par exemple pour du glutamate, pour la noradrénaline, etc. Donc les questions en fait sont le panel de questions va s'ouvrir grâce au développement technologique. Mais ça répondra jamais à une question aussi pure que l'électrophysiologie. Parce que c'est vrai qu'in fine, on va savoir quelle est l'activité du neurone pur, et c'est pas le calcium qui nous permet, c'est plus un proxy de ça.
Ouais, c'est bien. J'ai aussi une autre question, mais plus sur le côté scientifique, du coup, cette fois-ci. Au tout début, tu montres les manips de conditionnement de peur. Ton abdominal répond au choc, elle ne répond pas au son. Est-ce que si tu conditionnes vraiment assez longtemps, elle finira par répondre au son qui est de devenir aversif aussi ou pas? Ah, c'est une très bonne question, mais alors ça a été fait dans une. Nous, ce qu'on a fait, ce qu'on a montré, ce que je vais pas montrer aujourd'hui, c'est que si on empêche la bénula latérale d'être active, les animaux vont être incapables de rappeler le contexte. Donc on a bien cet aspect, elle est importante dans la prise en compte d'un contexte aversif. Il y a une autre équipe qui justement a fait de la fiber photométrie, donc l'enregistrement calcique dans la bénula, de façon répétée très très longue, dans un paradigme qui est à peu près similaire au nôtre. Et en fait, pendant les 50 ou 60 premières sessions, la structure n'a jamais répondu au choc. Par contre, après 60 chocs précédés d'un son, elle a commencé à réagir. Mais pour moi, la grosse nuance là-dedans, c'est que je pense qu'on est en train de basculer sur quelque chose qui est absolument pas physiologique. Le cerveau, logiquement, quand on a une stimulation aversive et qu'on la code, c'est pour essayer de l'éviter. C'est ça l'objectif quand même. Hein. On code du négatif pour essayer de l'éviter et que ça se reproduise plus. Là, ils ont basculé dans un protocole qui est tellement violent qu'une structure se mette à s'activer pour quelque chose qu'elle ne codait pas avant, ça me parle moins. Mais il serait possible qu'elle soit peut-être impliquée dans tout ce qui est association à quelque chose de négatif. Mais pour moi, c'est plus le contexte que les sons. Ok, ça a l'air d'être bon pour tout le monde. En tout cas, merci Victor. Merci à vous. C'est trop cool.